prélude du génocide arménien commis par le pouvoir turc, raconté par mon grand-père maternel, Hrant Markarian, né à Sébastia. Introduction: avant la tragédie, il y avait une vie simple, rude, mais vivante, celle de mon grand-père, enfant de Kémérek, un village d'Asie mineure, au cœur de l'été 1913. Mon grand-père maternel, Hrant Markarian, avait alors un peu plus de 10 ans. C'est lui qui parle dans ces pages, à la première personne. Il n'a jamais imaginé, sur cette aire de battage où il faisait tourner les buffles sous le soleil de juillet, que le monde qu'il décrit ici, ses voisins turcs et arméniens, son église, son école, ses fêtes de village, allaient disparaître à jamais l'année suivante. Ce que vous allez entendre n'est pas un récit écrit après coup pour expliquer un drame. C'est un témoignage de l'intérieur, page après page, qui glisse insensiblement de l'insouciance de l'enfance vers l'angoisse de la déportation. Mon grand-père ne sait pas encore ce qui s'annonce. Nous le savons. C'est ce qui rend chaque détail un battage de blé, une dispute d'enfants, une cérémonie de départ militaire si lourde de sens. Voici ses souvenirs, tels qu'il les a écrits, recopiés et transmis par sa petite-fille Marie. Page 1. L'été du battage. Juillet 1913. La chaleur écrase le village de Kémérek. Sur l'aire de battage, les buffles tournent en rond sous le soleil, foulant le blé pour le séparer de la paille. C'est un travail d'été, harassant, rythmé par les pauses à l'ombre et les repas pris à la hâte. Mais ce jour-là, l'insouciance se brise. Une rumeur traverse le village. Le gendre de l'oncle paternel du narrateur, Hadji Hagop, vient d'être assassiné à l'aube, avec son ami Nazar, un homme aveugle bien connu de tous pour sa démarche rapide et la petite chaîne qu'il faisait cliqueter entre ses doigts en allant à l'église. Ce meurtre devient, pour tout le quartier de Téké, un jour que personne n'oubliera. Page 2. L'impôt du blé et les 3 quartiers. Le récit revient à la routine paysanne. Sur chaque aire, le blé pur est trié, mis en tas, puis prélevé par l'administration. Un 1/8 de chaque récolte revient à l'État comme impôt, sous le contrôle vigilant d'un collecteur surnommé Chana. Rien n'est laissé au hasard. Les sacs sont scellés, transportés sous surveillance jusqu'à l'entrepôt officiel. Puis l'enfant nous fait découvrir la géographie de son monde, Kémérek et ses 3 quartiers. Le quartier du Haut, mêlant familles arméniennes et turques, avec sa belle église et sa bonne école. Le quartier du marché, animé, plein de fontaines où l'on baigne les buffles l'été et où s'élève déjà, lentement, le minaret d'une mosquée en construction. Et non loin, sur les hauteurs, le temple protestant, où officie le pasteur aveugle qu'on appelle Luther l'aveugle, capable de lire l'Évangile du bout des doigts plus vite qu'un homme voyant. Page 3. L'école, les rivalités d'enfants et l'année qui bascule. Dans ce village où la moitié de la population est turque, les tensions ordinaires de l'enfance trouvent leur place. Des parents turcs viennent se plaindre à l'école que les garçons arméniens battent leurs enfants. Les maîtres, fermes, punissent les coupables 15 coups de bâton, sans ligne à copier sans distinction. Puis, sans transition, le ton change. L'année 1913 passa. L'année 1914 arriva. C'était le mois de mars. Une simple phrase, mais qui marque un basculement. La famille de mon grand-père composée de 8 personnes, un père, une mère, 3 frères, 3 sœurs, vit ces derniers mois d'unité. Une sœur meurt en couche. Les autres se marient, l'une après l'autre, dans la précipitation. Le frère aîné, en âge d'être appelé sous les drapeaux turcs, se marie lui aussi avant de devoir partir. Page 4. Le départ des conscrits. La mobilisation frappe le village. Le frère aîné de mon grand-père reçoit son ordre de marche. À peine 15 jours pour se préparer. 30 à 50 jeunes hommes arméniens de Kémérek doivent partir ensemble. Sur une colline aux portes du village, lieu de pèlerinage familier, une cérémonie d'adieu est organisée. Le prêtre lit l'Évangile pendant une demi-heure. La foule, déjà bouleversée, éclate en sanglots. Chacun embrasse la croix, reçoit la communion, embrasse les siens, avant de prendre la route 6 heures de marche par jour en direction de Sébastia, via les villages de Sarigligla, puis Sultan Khan jusqu'à Césarée. Et c'est au milieu de cette agitation que les premières rumeurs commencent à circuler dans le village. On murmure qu'il y aura une déportation à un Sefkiyat encore informel, non confirmé par l'administration,
mais suffisante pour jeter l'effroi sur toute la communauté. Le travail des champs s'arrête. Le désespoir gagne tout le monde. Une scène presque anodine clôt la page. Des enfants croisent de jeunes Turcs faisant paître leurs buffles, et l'ordre cassant qu'ils leur lancent « Descendez de l'âne » laisse deviner que les rapports de force, eux aussi, commencent à changer. Page 5. La tentative de fuite. Une scène de tension éclate entre les enfants, vite dissipée. Mais le vrai drame est ailleurs. Le frère aîné de mon grand-père, envoyé au service militaire, décide de déserter. Il marche pendant des heures à travers les montagnes, croyant pouvoir rejoindre Kémérec à pied. Il échoue presque à portée de son but, intercepté par un gendarme à quelques minutes seulement de son village. Dans un moment de répit, alors que le gendarme, épuisé, s'assoit pour se reposer, le frère aîné de mon grand-père saisit son arme. Le gendarme terrifié le supplie, évoque sa famille, ses enfants, promet de ne rien dire s'il rend son arme, et le frère, par naïveté, lui rend l'arme. L'instant d'après les Gier, le gendarme redevient un lion et il le ramène à la caserne, à grands cris et sous les coups de son fusil, jusqu'à Sébastia. Ce moment de bascule, la confiance trahie, la liberté entrevue puis reprise, résume à lui seul ce que le récit s'apprête à raconter. Un peuple qui croit encore pouvoir négocier avec un pouvoir qui avait déjà décidé de l'extermination d'un peuple autochtone, les Arméniens,